Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier les organisatrices de ce colloque et en particulier Nathalie pour cet important sujet qui m'a conduit à plonger effectivement dans deux textes qui sont pas encore tout à fait finalisés, que je vais essayer de regarder ensemble. Hein, donc l'IA Act d'un côté et puis le règlement sur l'espace européen des données de santé. Je vais repartir en fait de ce qu'on vient de voir avec les États-Unis et un paradoxe qui est relevé beaucoup au niveau européen et encore plus au niveau français, c'est-à-dire que nous disposons en particulier en France d'une mine d'or en matière de données médicales, de données qui en plus sont déjà structurées, etc. Hein, donc, qui est très paradoxalement un nombre de publications scientifiques faible par rapport à ces possibilités. Et pourquoi? Parce qu'on a des systèmes plus attractifs. On vient de parler du système des États-Unis. Il y a aussi une attractivité importante d'Israël et du Royaume-Uni en fait sur cette thématique-là. Ce qui est un peu tout l'enjeu finalement de cette approche régulatoire européenne, ou du moins de l'Union européenne, puisque dans l'Europe intervient aussi le Conseil de l'Europe sur l'intelligence artificielle en particulier, et dans le secteur des données de santé également, et une démultiplication des textes dont on a déjà parlé hier, une influence de la crise sanitaire de la Covid-19, qui a aussi été soulignée. J'y ajouterai une autre dimension, qui est une dimension certainement extrêmement importante dans la confiance qu'on peut faire, en particulier dans l'utilisation des données secondaires, c'est l'autonomie stratégique ouverte ou le protectionnisme au niveau européen, qui suppose de développer une recherche en santé avec des données européennes, ce qui pose des enjeux extrêmement importants de stockage de la donnée, et le choix français typiquement du cloud de Microsoft interroge beaucoup en termes de confiance qu'on peut faire dans le système. Et puis évidemment le contexte de la cybersécurité, la guerre hybride que nous livre la Russie nous montre effectivement l'importance en tout cas numérique à ce stade, de l'attaque sur ces données de santé. Alors ce que je vais essayer de regarder, c'est comment finalement cet écosystème de texte, en un privilégiant deux, parce que l'écosystème, j'avoue que j'ai du mal à le maîtriser sur l'ensemble du spectre, parce que ça devient compliqué quand même au niveau numérique, c'est de regarder un peu comment la recherche et l'innovation sont favorisées finalement par cet écosystème européen. Et je commencerai par un premier constat, c'est que finalement, on aboutit à la nécessité d'un non-cadre réglementaire pour préserver ce qu'on appelle dans certains textes la liberté scientifique. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la recherche, en fait, fait l'objet d'un traitement que je vais qualifier de bienveillant par un allègement de la charge normative. Alors, c'est pas très spécifique au numérique, c'est-à-dire que très souvent, la recherche, effectivement, revendique pour pouvoir se développer un allègement du cadre normatif. C'est effectivement quelque chose qu'on voit souvent. Alors dans le règlement sur l'espace économique, sur l'espace européen des données de santé, l'idée évidemment c'est que l'obligation de mise à disposition des données secondaires a pour objectif de profiter à la recherche. On l'a évoqué hier, c'est l'article 34 qui vise la recherche scientifique ayant trait au secteur de la santé ou des soins, mais aussi les activités de développement et d'innovation. Je reviendrai sur tous ces termes-là parce que ce n'est pas nécessairement dans le sens de la clarté. Et puis, on retrouve également cet allègement avec les redevances dont on a déjà évoqué un certain nombre d'enjeux hier, mais qui pourront être réduites pour certains utilisateurs, dont les chercheurs universitaires, qui auront à payer néanmoins, mais une juste rémunération de l'accès aux données. Alors évidemment, c'est compliqué cette approche-là par le fait que
au cours des négociations, on a consacré l'opt-out possible pour les États au niveau de la collecte de données de patients, puisque les patients pourront, dans certains États membres, s'opposer à cette réutilisation, et à l'article 48 qu'on a évoqué aussi hier, donc pour les activités qui présentent, disons, un lien substantiel avec l'intérêt public, il serait finalement possible d'avoir accès aux données, ce qui pourrait, même en cas d'exercice de l'opt-out, valoir pour la recherche scientifique pour des raisons importantes d'intérêt général. On retrouve cette même bienveillance dans le règlement IA qui, lui, cite nommément le besoin de soutenir l'innovation et de respecter, je cite, la liberté scientifique. Donc le règlement IA ne devrait pas compromettre ces deux éléments, donc il ne s'applique pas aux modèles d'IA et aux systèmes d'IA spécifiquement développés et mis en service aux seules fins de la recherche et du développement scientifique. Et puis, même chose pour les IA à usage général. Donc la définition ne devrait pas couvrir les modèles d'IA qui sont utilisés avant leur mise sur le marché pour les activités de recherche, de développement et de prototypage. Donc on retrouve cette définition extrêmement large de la recherche. Alors c'est certainement un des éléments de flou de ces réglementations, parce que c'est déjà pas très simple de savoir ce qu'est la recherche. Si on reprend le règlement Horizon Europe, on sait qu'on a des infrastructures de recherche, donc celles qui ne font que de la recherche, celles aussi qui font de la recherche et de l'éducation, comme des universités. Mais ça vise aussi les actions de recherche et d'innovation, donc c'est y compris la recherche fondamentale pour en fait de nouvelles connaissances, c'est ça qu'on appelle recherche et innovation. Et puis on a dans Horizon Europe les actions d'innovation, qu'on va aussi appeler développement dans certains autres textes, qui consistent à des activités finalement qui visent à produire des projets, des dispositifs pour de nouveaux produits ou de nouveaux services ou de nouveaux procédés. Donc c'est ce que nous, dans les universités françaises, on a tendance à appeler les actions de valorisation des résultats de la recherche. Alors dans la recherche médicale, les choses s'aggravent quelque peu, parce que la recherche, si on essaye de regrouper, donc recherche et développement, on trouve la recherche non interventionnelle, donc c'est la constitution des cohortes et des registres dont on a déjà parlé, la recherche clinique dont parlera mon collègue tout à l'heure, mais il y a aussi la recherche translationnelle, donc c'est tout ce qui est biomarqueurs et cibles thérapeutiques. Et puis, ce qui serait plus du domaine du développement ou du transfert de l'innovation, la recherche appliquée, le développement d'innovation, donc l'intelligence artificielle, par exemple, pour le développement de modèles prédictifs qui permettraient, je sais pas moi, de mieux détecter une pathologie, par exemple. Alors, cette catégorie de la recherche, du coup, est très large, en fait, quand on regarde l'approche européenne. Comme en plus les données secondaires mises à disposition sont très larges également, ça fait quand même a priori une liberté extrêmement importante du point de vue scientifique, qui mène d'ailleurs à un certain floutage de la distinction pourtant cardinale entre les données primaires et les données secondaires. Parce que, on peut prendre deux exemples rapides, l'utilisation des données de cohorte ou des données de jumeaux numériques peut servir à l'amélioration des soins. Donc là, on serait plutôt sur ce qui correspondrait à de l'utilisation primaire, alors qu'on prend des données secondaires. Et puis, on a en France aussi le projet d'utiliser mon espace de santé pour la recherche. Donc là, c'est pareil, on floute aussi un peu cette catégorie-là. Et puis, le règlement sur l'espace européen des données de santé rajoute une catégorie, qui est cette catégorie de l'article 48, la notion de recherche pour des raisons importantes d'intérêt public. Alors, si on lit le règlement, on trouve, au considérant 39, une explication qui ferait du coup une espèce de recherche prioritaire dans l'ensemble des recherches que je viens de mentionner, puisque ça viserait les besoins médicaux non atteints, incluant les maladies rares ou les menaces émergentes de type Covid-19.
qu'on lit, disons, ce que moi j'ai lu de ce règlement. Alors là, l'idée, c'est que pour ces recherches prioritaires, avec un intérêt général qualifié, en quelque sorte, eh bien, on pourrait avoir accès pour la recherche, même en cas d'opt-out et du coup de non-consentement du patient. Néanmoins, ça se fait à certaines conditions. Et c'est une des choses sur lesquelles je vais insister un peu. Les conditions, c'est le respect, je cite, de l'essence des droits humains, un accès qui doit être nécessaire et proportionné dans une société démocratique pour des raisons d'intérêt légitime scientifique et sociétal, qui est un subtil mélange entre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et un intérêt qui tout d'un coup devient scientifique et sociétal. Et puis, ça ne vaudrait que pour le secteur public. Alors, c'est pas, mais il semble quand même que la recherche devrait être une recherche publique. Alors après, évidemment, ça pose la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une recherche publique. Est-ce qu'une recherche faite à l'université mais financée par fonds privés est une recherche publique? Ça n'est pas. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé de réponse très très claire, mais un flou qui s'accélère. Donc, j'aurais tendance à plaider pour l'idée que si on veut vraiment protéger la liberté scientifique, il faudrait certainement développer le cadre réglementaire, ce qui peut sembler contre-intuitif, mais important. Alors, je pense que ce cadre réglementaire, il est important parce que, et on l'a évoqué hier, se pose évidemment pour la recherche, et c'est un problème parce que malheureusement, la recherche sur données, la recherche médicale sur données secondaires, y compris aux États-Unis, a révélé une recherche qui n'est quand même pas toujours d'une qualité exemplaire, pour le dire gentiment. Et ça ne vaut pas qu'en période de Covid. Hein, ça a défrayé la chronique au moment de la Covid, mais manifestement, c'est beaucoup plus lourd que ça, au point même que le ministère français de l'enseignement supérieur et le ministère de la Santé ont commandé un rapport sur lequel je me suis basée, qui a été publié en décembre 2023, et sur lequel on voit qu'effectivement, il y a quand même du progrès à faire sur la qualité des données qui sont utilisables. Alors, ces données, pour être les plus robustes possibles, à mon avis, doivent correspondre à un cadre réglementaire important. Alors, le cadre réglementaire tel qu'il existe aujourd'hui, c'est un cadre qui vient sécuriser les données. J'évoquais, je n'y reviendrai pas en détail, mais le délicat problème d'utiliser un cloud et un cloud américain, moi, m'interroge quand même par rapport à cette sécurisation. Mais on a d'autres problèmes. On a évoqué hier, effectivement, cette priorité donnée aux données pseudonymisées. C'est déjà un peu difficile à prononcer et pas nécessairement très sécurisant. Ou anonymisé, mais anonymisé, on va voir qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Et puis, je ne sais pas si en plus, technologiquement, c'est si facile à faire. Ça suppose aussi, et c'est plutôt là-dessus que j'insisterai, une interopérabilité des systèmes d'information. Ce qui suppose des nomenclatures communes, et je pense que c'est la priorité des priorités dans le travail au niveau européen, de manière à fiabiliser ces données de santé. Et je reprendrai évidemment quelques éléments du rapport que j'évoquais tout à l'heure en France, avec la proposition de définir le contenu des différents niveaux de cartographie, d'harmoniser les différentes métadonnées produites et de renforcer l'interopérabilité des bases de données, puisqu'on en a beaucoup en France, mais que bien évidemment, parce que ça, en France, on est assez spécialiste quand même. Je n'évoquerai que les systèmes d'information que nous utilisons dans les universités. En général, ils ne sont jamais interopérables les uns avec les autres. Ils ne sont jamais au bon niveau et jamais interopérables. Alors ça, je pense qu'il faut qu'on se le mette en réflexe de Pavlov quand on développe en France des systèmes numériques, c'est de le développer à la bonne maille, donc probablement d'y mettre les investissements qu'il faut, et puis de se poser la question de l'interopérabilité. Quand on l'a fait sur la première application Stop Covid, il valait mieux pas être travailleur transfrontalier, parce que vous n'étiez pas couvert quand vous passiez la frontière, parce qu'en fait, il fallait des systèmes, typiquement entre la France et l'Allemagne, qui
quel que soit... Oui, 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 oui. Et ça c'est un problème très européen. Mais je pense que ça fait vraiment partie des choses qu'il faut qu'on arrive à développer. Il y a aussi, évidemment, assurer un cadre éthique stable, favorable à l'innovation. Je rappellerai quand même que dans la convention qui a été finalisée par le Conseil de l'Europe et qui sera une convention qui plus est ouverte aux États tiers, au Conseil de l'Europe, donc qui a une ambition mondiale, on trouve à l'article 13 de cette convention le concept d'innovation sûre. C'est-à-dire d'une innovation qui n'impacterait pas négativement les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit, ce qui suppose de la part des États parties, je cite, de mettre en place un environnement contrôlé pour le développement, l'expérimentation et l'essai de nouveaux systèmes d'IA sous la surveillance des autorités compétentes. Donc ça, quelque part, en données de santé, ça va être extrêmement important, ces enjeux-là, hein, au-delà de l'enjeu de la vie privée, parce que ce sont les données sensibles du RGPD. L'autre chose également dans l'IA Act, hein, c'est qu'effectivement, on favorise les modèles d'IA à usage général dans le cadre de la recherche. Donc on exclut le champ de la recherche, finalement, de ces obligations liées au niveau de risque dans le règlement IA. Et puis on dit, je rappellerai le considérant 109, par exemple, de l'IA Act, que pour les structures de recherche, elles seront encouragées, je cite, à se conformer volontairement à ces exigences. Donc en fait, ces exigences vont quand même impacter l'utilisation en particulier des modèles d'IA générale dans le cadre de la recherche, y compris médicale. Alors ça ressemble à ce qu'on a déjà pour les entreprises dans le RGPD, ce qu'on a dans le règlement sur la libre circulation des données non personnelles. La question, c'est du coup comment on fait. Est-ce qu'il faut développer des labels, des formes de certification? En tout cas, c'est vrai que ça va être une question. Et puis, la question éternelle, évidemment, quand on a comme ça foisonnement de textes, qui en plus ne sont pas négociés au niveau européen, sont négociés en tube. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement des textes que quand on négocie par rapport aux textes d'à côté, hein, typiquement DS et IA. Et c'est une des... Alors c'est très bien pour les juristes, hein, ça nous fait du boulot pour quelques années, mais c'est pas nécessairement la meilleure manière d'approcher une régulation globale. Alors l'une des priorités, c'est d'investir, si je puis dire, dans des règles de simplification. Au niveau européen comme au niveau national. On a vu effectivement que l'anonymisation systématique, c'était peut-être une difficulté. Et puis, on va avoir un problème parce que typiquement, si on prend les bases de données françaises et les bases qui proviennent également de la recherche, hein, la recherche devra aussi mettre à disposition ces bases de données, dans la recherche, c'est beaucoup d'initiatives individuelles, de praticiens, de chercheurs, c'est pas toujours, ça peut être des équipes assez isolées. Et du coup, il y a une qualité assez hétérogène de ce qui est fourni. Très souvent, ça n'est pas conforme par rapport au RGPD. Donc ça pose un problème sur l'utilisation de la donnée. Puis évidemment, ça va impacter l'appariement des différentes bases de données qui, eux, devront être RGPD compatibles. Ce qui, évidemment, risque de poser un problème. Et peut-être, au niveau français, l'une des pistes de simplification serait d'utiliser l'article 89 du RGPD qui a été sous-investi et qui permet effectivement de déroger au régime général de protection, par exemple, pour des finalités spécifiques. Et puis, se posent aussi des interrogations d'approche. Alors, elles ont été vues hier, au moment de la table ronde, je ne les reprendrai pas. Mais le système français qui permet l'utilisation des données secondaires pour des fins de recherche est quand même un système qui est encore basé sur l'autorisation et qui est un système très long, si vraiment on va jusqu'au bout de ce que voudraient les chercheurs. Et j'insisterai simplement, pour ne pas dépasser le temps qui m'est imparti, ça va supposer de travailler sur un réflexe qui est encore très présent quand on regarde la recherche et qui est le réflexe du propriétaire. On a beaucoup parlé de la confiance, mais je pense quand même que la notion de propriété de la donnée, c'est un obstacle encore assez important au niveau de la recherche. Pourquoi ? Bien parce que
les chercheurs restent finalement attachés à un certain retour sur investissement. D'abord parce qu'ils ont obtenu ces jeux de données souvent par un financement qu'on dit compétitif. Donc, appel à projet, échec à l'appel à projet, puis ensuite difficulté à le mettre en œuvre, etc. Et du coup, ils ont cette tendance effectivement à vouloir ce retour sur investissement, et on s'aperçoit qu'ils mettent des embargos sur l'utilisation de leur jeu de données. Ce qui risque de poser problème par rapport à l'espace européen des données de santé. On a parlé de la République tchèque hier, par exemple, mais je pense qu'au niveau français, ça va être compliqué parce qu'il va falloir passer de la logique d'autorisation à la logique d'accès, ce qui est déjà pas tout à fait l'élément. Et puis, ça va supposer également de trouver les moyens de sécuriser, y compris les contrats des chercheurs. Donc, en conclusion, on voit que clairement dans les textes, la recherche est consacrée comme une spécificité dans cette priorité donnée à l'accès aux données secondaires, mais que néanmoins, selon moi, le cadre normatif n'est pas tout à fait adapté et laisse des flous qui peuvent être préjudiciables au développement de la recherche, en particulier dans le contexte géopolitique que j'évoquais dans mon introduction. Merci beaucoup.